Ça veut dire qu'ils commencent par analyser les mots hors contexte. Ils ont des informations morphosyntaxiques et ils exploitent ces informations-là pour faire de l'analyse syntaxique. Et l'information qu'il utilise le plus, c'est le PO-STAG. L'analyse morphologique, il vous donne le PO-STAG, nous al-kalima. Est-ce que c'est un verbe, est-ce que c'est un nom, est-ce que c'est une particule? Ici, c'est un verbe. Est-ce qu'il est au passé, au présent, au futur? Donc, toutes les informations, c'est ça ce qu'on appelle les tags. Alors, ces informations-là, on en aura besoin pour pouvoir passer à la deuxième étape, qui est l'analyse syntaxique. Alors, on a au départ l'analyse morphologique, qui nous donne plusieurs solutions hors contexte. La deuxième étape, choisir parmi ces solutions la bonne solution dans le contexte. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étiquetage morphosyntaxique. Et une fois on a choisi la bonne solution dans le contexte, on va l'exploiter pour trouver les relations syntaxiques. Donc, ce sont ces trois étapes-là par lesquelles on passe pour pouvoir développer un parseur à base de règles. Alors, ce système-là, l'étiquetage morphosyntaxique, en anglais c'est part of speech, ou PO-STAG, en arabe c'est tahdid ajza al-kalam. Qu'est-ce qu'il fait? L'entrée c'est un mot, la sortie c'est la nature du mot. C'est ça. Mais dans le contexte, là on est en train dans les phrases. L'entrée c'est un mot, la sortie, des informations morphosyntaxiques sur le mot dans le contexte. Alors, pour la langue arabe, il y a déjà des systèmes qui sont développés. Alors, ça c'est ce que j'ai expliqué. La nature du mot, il faut la définir. C'est quoi la nature du mot? Parce qu'on peut avoir plusieurs classifications. On peut se limiter nom, verbe, particule. Ism fi'l harf. Hada taqsim. On peut aller un peu plus loin. Dans le nom, l'ism, on peut s'intéresser au nombre. Est-ce qu'il est pluriel ou singulier? On peut s'intéresser au genre. Est-ce qu'il est féminin ou masculin? On peut, dans le cas des verbes, s'intéresser au temps. Dans quel temps il est conjugué? On peut s'intéresser à la personne. Et donc, vous voyez, on peut avoir plusieurs niveaux de connaissances morphosyntaxiques des mots. Ça, c'est ce qu'on appelle les jeux d'étiquettes. Ça veut dire les étiquettes qu'on cherche à identifier pour chaque mot. Et ces jeux d'étiquettes, ils dépendent des applications. Il n'y a pas un jeu qui est standard, qu'on utilise pour toutes les applications. Dans certaines applications, ce que je veux savoir, c'est juste est-ce que c'est un verbe ou un nom. Ça me suffit. Dans d'autres applications, non, je veux un jeu d'étiquettes qui soit le plus précis possible. Et donc, je dois détailler dans l'information. Alors, parmi les étiquettes qu'on cherche à identifier, je vais donner les plus importantes et je vais aller vite. Asma al-alam, les noms propres, les noms de personnes, de villes, de pays. Les noms communs, l'asma al-jamida. L'asma al-jamida, en général, pour la langue arabe, ne leur correspond pas des chaînes. Les verbes. Vous savez ce que ça veut dire un verbe. Alors, les adjectifs. Donc la première composition, c'est nom, verbe, adjectif. Il y a les adverbes, et il y a plusieurs types d'adverbes. Il y a les outils, en arabe on dit adawat, et il y en a plusieurs types. Il y a les auxiliaires, les articles et les chiffres. Ça, c'est toujours dans les outils, hein, c'est la suite. Pour la langue arabe, dans les outils, on a ces listes-là. Asma al-ishara, l'asma al-mawsul, ainsi de suite. Tout ça, ça représente. Dans la langue arabe, on a l'asma, l'af'al, sifat ou l'adawat. Et ce qui rentre dans le cadre de l'adawat, c'est cette liste-là. Alors, parmi les listes les plus connues, c'est la liste de Tribank. La liste de Tribank, il a été développé dans l'université de Pennsylvania. Et voilà quelques exemples d'étiquettes avec leur code. Ce que vous avez dans la première colonne, c'est le code. Et ce que vous avez dans ce qu'on appelle le tag. Et ce que vous avez dans la deuxième colonne, c'est la description de ce tag-là.
Donc le nom singulier, ils mettent NN. Alors cette liste-là est très utilisée. Malheureusement, elle est incomplète. Et ce qu'on peut lui reprocher, c'est que c'est un développement de la liste qui a été faite pour l'anglais. Et elle ne prend pas en considération les caractéristiques de la langue arabe. Et c'est ça qui fait qu'elle est un peu limitée. Mais malheureusement, c'est la plus utilisée parce qu'elle est open. Alors, voilà par exemple une analyse de la phrase « L'élève lit une histoire ». L'élève, c'est un article plus un nom. Lit, c'est un verbe qui est au passé. Une, c'est un article et histoire, c'est un nom. Donc voilà les informations qu'on veut avoir à un certain niveau. Ça, c'est une sorte d'analyse syntaxique, c'est pas la seule. Mais il y en a qui se limitent à ça. Il faut leur donner la description de chaque mot, la description syntaxique de chaque mot dans le contexte. Mais là, par exemple, ce système-là, il ne vous dit pas qui est le sujet, qui est l'objet. Ça, c'est un autre niveau d'analyse. Alors, à Oujda, on a développé un système équivalent qui va être open dans 1 ou 2 mois. On va l'ouvrir. On l'a développé, ça fait 2 ans. On a déjà travaillé avec. Il est différent un peu de celui qui a été développé par Tribank dans la structure. Dans les mots, par exemple, dans le mot arabe bimadrasatihim, on ne peut pas dire c'est juste un nom. Il y a harf jar qbel et il y a damer après. Et donc, dans la liste qu'on a définie, on prend en considération ce type de tag. C'est-à-dire, quand vous lui donnez bimadrasatihim, il vous dit que le tag c'est harf jar zaïd ism zaïd damer. Et parfois, dans une phrase, vous avez l'objet et le verbe, pour la langue arabe, vous avez l'objet ou le verbe, il est attaché au mot. Quand je dis akaltuha, ha, renfere b. C'est-à-dire il a un rôle syntaxique, c'est pas seulement akaltu tufahata, akaltuha. Donc ici, normalement, si on veut faire une bonne analyse syntaxique, il faut mettre en évidence le rôle du pronom ha, damir ha. Il faut définir, il joue quel rôle dans cette phrase-là, ou dans ce mot-là. Alors voilà un exemple d'une phrase qui est étiquetée avec notre théostat. Alors, comment on a développé le système? Une question s'il vous plaît. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas vu le chaque fichier arabe. Vous traitez uniquement du texte arabe, même je couche l'arabia, ou vous traitez avec chaque. C'est une très bonne question. Normalement, j'aurais dû commencer avec ça. Sous le net, il y a des statistiques des études qui ont été faites, plus que 97% du texte n'est pas voyé. Donc, si vous voulez analyser un texte, il faut l'analyser non voyelé. Parce que c'est ce qui existe dans la pratique. Mais ce que je voulais ajouter, nous on a fait une étude, elle est publiée. On a pris un texte non voyelé, à peu près 100 millions de mots. Et on a pris le même texte voyelé, le même. On a analysé le premier et on a analysé le deuxième. Et on a étudié le taux d'ambiguïté relatif à chacun des 2 textes. Ok, là, qu'est-ce que vous faites comme différence? C'est ce que je vais donner dans cet exemple-là. Mais je continue ce que je viens de dire. Quand on a analysé le taux d'ambiguïté causé par l'absence des voyelles, on a remarqué que l'une des sources principales de l'ambiguïté, c'est l'absence des voyelles. Et on a des chiffres, je peux vous donner la référence après. C'est-à-dire on l'a fait au niveau du lemme, au niveau du stem, au niveau du mot voyé. Alors là, on voit très bien, voilà un bon exemple qui va vous approcher un peu comment on fait. Alors je vais l'expliquer dans le détail parce qu'il est important. Je prends cette phrase-là. Vous arrivez à lire Walada, khabarun, jamilun, fi, mesa. Mais pour la machine, elle ne va pas le lire comme ça. Pour la machine, elle a 3 lettres ici,
Elle a 3 lettres ici, 4 ici, 2 ici et 3 ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Le premier travail qu'elle va faire une analyse morphologique. En utilisant le khadir, c'est ce qu'on a fait nous, on a utilisé le khadir. Et là, ce qui m'intéresse, c'est juste le type. Alors, quand il a étudié ce mot-là, ça peut être fi'l warada, fi'l wurida, fi'l warrada, fi'l wurida, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs verbes possibles. Ça peut être fi'l amr, warrid. Ça peut être ism, wardun. Et ça peut être سابق زائد فعل ماض الوا هنا تولي سابق واو العطف ورد. تحليل الصرفي اللي هو تكلمنا عليه بلات يعطيكم كاع هاد الحلول هادي. لا ميم شوز بالنسبه للخبر سابيت الفعل ماشي خبر يعني هاد الحروف الثلاث سابيت الفعل الماضي خبر 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 سابيت اسم خبر et ça peut être فعل امر خبر. Et جميل نفس الشيء ça peut être صفة هذا ولد جميل et ça peut être اسم علم اسم تاع شخص يسمى جميل. في وهنا الغالبية العظمى تعتقد أن عندها حل واحد عندها حلول متعددة يمكن لها تكون حرف الجر يمكن تكون في من الفم من الأسماء الخمسة ويمكن تكون وفاء فعل وفاء في الامر نقولوا فيه اي انسي دو سويت. هذه المخرجات تحليل الصرفي هو الذي يوقع ويتعامل مع الكلمه خارج السياق وبالتالي بحلول متعدده. بعد ذلك تاتي مرحله احصائيه مثلا ستاتيستيك. احنا استعملنا نماذج ماركوف مخفيه لشاد ماركوف كاشي avec l'algorithme de Viterbi, avec une histoire de lissage. En utilisant ces 3 techniques, qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On est en train de chercher le chemin optimal. Là, il y a combien de possibilités? Il y a 7 possibilités. Vous regardez, تنظرون فقط للون الأسود لأن أنا اللي كيهمني أنا غير نوع الكلمة، ما يهمنيش التشكيل. واش راه عندي فعل ماض زائد فعل ماض زائد صفة زائد حرف جر زائد صفة؟ ولا عندي فعل ماض زائد اسم زائد صفة زائد حرف جر زائد صفة؟ دونك عندي حلول متعددة، يكفي باش أنكم تدربوا عدد الحلول تاع كل وحدة. الطريقة التي اعتمدنا من أجل الحصول على الحل الأمثل هو يعني كنستعملوا لا تhéorie des graphes. C'est chercher le chemin optimal dans un certain sens. Et le chemin optimal, c'est ça. Et là, on a besoin de maths. Tout à l'heure, on parlait que de langue et d'informatique. Là, vous voyez que vous avez besoin de maths. Donc, il vous faut un outil mathématique qui vous permet de dire que ces flèches-là, c'est la solution optimale. Voilà comment on fait. Les chaînes Markov, là je suis obligé de revenir un peu aux chaînes Markov. Les chaînes Markov, il étudie l'évolution d'une suite de données. Et ces données-là sont en relation entre eux, c'est ce qu'on appelle des transitions. Et en regardant la probabilité de chaque transition dans un corpus étiqueté, on arrive à trouver le chemin optimal. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche là? On cherche à identifier les tags qui maximisent une probe. Et donc il y a tout un processus. Là, le papier il est publié, hein. Je peux vous donner la référence de ce papier-là. Il y a tous les détails sur la méthodologie suivie pour pouvoir trouver ce chemin optimal. L'algorithme de Viterbi, c'est un algorithme dynamique. Et les chaînes de Markov cachées, au départ, ils étaient utilisés pour le traitement de la parole. Ils ont donné de très bons résultats et après, on les a exploités. Quand je dis on, pas nous, hein, ça veut dire on n'est pas les premiers. Hein. C'est très courant dans le traitement automatique, dans le traitement des textes. Chaque fois qu'on veut enlever l'ambiguïté, on peut penser à ça. Il n'y a pas que ça. Il y a les SVM, support vector machine. Il y a les réseaux de neurones. C'est-à-dire des techniques qui permettent d'enlever l'ambiguïté, d'identifier le bon chemin ou le chemin optimal. Je pense que j'ai répondu à la question. Alors, parmi les plus connus, les PO-Stack, ça veut dire qu'ils vous donnent ces étiquettes, il y en a pas d'autres. Le plus connu, c'est Stanford. Il est open source. Mais malheureusement, ces résultats
sont un peu limités parce que c'est le Stanford pour l'anglais qu'on a adapté pour la langue arabe. Il s'avère que, quand je dis malheureusement, on a fait des tests, hein, suite à des tests. Dans cet article-là, il y a une comparaison entre ces trois-là. Donc c'est suite à des tests. C'est pas... Le deuxième, il a été développé en 2014 par Qatar Computing Research Institute. Lui aussi, il est open source. Et le troisième, c'est le nôtre. On le mettra en open dans 2 ou 3 mois. On est en train de préparer l'API. Lui, il est prêt. Mais on est en train de préparer l'API pour le mettre en open. Alors, je reviens à l'analyse syntaxique. Il me reste combien de temps? Oui, l'analyse, pas l'analyse, le PO Stack, il vous donne une seule solution. Parce qu'il va utiliser le contexte. Bien sûr, il n'est pas toujours correct, il y a un taux, il y a un taux de réussite. À titre d'exemple, le nôtre, c'est autour de 94%, celui de Qatar, c'est autour de 90%, et celui de Stanford, c'est autour de 80%. Sur le corpus sur lequel on a testé. Donc il y a au moins 6 mots qui sont faux par 100. Donc, la solution elle est unique, mais elle n'est pas nécessairement juste à 100%. Alors, je reviens à la syntaxe. Où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé à une phrase, et qu'est-ce qu'on a comme information? On connaît la nature du mot de chaque mot de la phrase. Pour chaque mot, je connais la nature. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors maintenant, on va voir les relations. Est-ce qu'on peut identifier des relations syntaxiques? Alors là, on entre dans le cadre de l'analyseur syntaxique. Alors pour cela, on a besoin de parler de syntaxe. Je vais le mettre en organique. On a là, c'est Morakkab. Alors, les linguistes, en particulier Chomsky, ils ont remarqué que la phrase, on ne peut pas toujours la décomposer en mots. On peut la décomposer en des blocs un peu plus grands qui ont des relations entre eux. C'est ce qu'on appelle des syntagmes. On a des exemples tout à l'heure. Et si on arrive à identifier ces syntagmes-là, en les analysant chacun à part, en récupérant des informations, on arrive à avoir des informations sur toute la phrase. Alors, ces syntagmes, on va voir que eux aussi, ils ont une catégorie. On va parler de syntagme nominal, de syntagme verbal, adjectival. Ce n'est pas un seul nom, hein. C'est une composition de mots, et pourtant on va parler de syntagme. Dans la langue arabe, on a déjà ça, pas même dans les autres langues. Dans la langue arabe, par exemple, déjà on a 2 grandes familles, Jumla ismiya, Jumla fi'liya. Donc déjà on peut parler de syntagme. Mais même ces syntagmes-là, on va les décomposer en des sous-syntagmes. Et donc on va avoir une hiérarchie de décomposition, de manière à arriver à la fin aux unités lexicales. On va décomposer jusqu'à arriver aux unités lexicales qui sont les mots. Alors, je prends cet exemple-là. Le fils de Ali va à l'école. Ça, c'est la phrase. Cette phrase, on peut la décomposer en 2 syntagmes. La première partie, c'est le fils de Ali. Ça veut dire la même chose. Il veut me donner une seule information. Elle est en train de parler du fils de Ali. Et la deuxième information, c'est va à l'école. Ça, c'est la première segmentation. C'est le premier niveau de la segmentation. Ensuite, chaque syntagme, je peux le décomposer en des sous-syntagmes. C'est le deuxième niveau. Le fils de Ali, je peux le décomposer. Le fils de Ali. Et la même chose, va à l'école, va à et l'école. Et le troisième niveau, le fils, je vais le décomposer l'article le et le nom fils, et ainsi de suite pour l'école. Alors, cette décomposition-là, hiérarchique, elle permet de donner des informations sur la manière dont est structurée la phrase. Alors, c'est ça ce qu'on appelle les syntagmes. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux pour identifier les syntagmes. Il s'agit de quel fils? Il s'agit de quel fils? On y arrive. Non, il s'agit du fils de l'Algérie. Non, le fils de la phrase. Alors, j'ai pas dit. Non, il manque un L.
Dans quelle ligne? Fils. Non, c'est pas le fils, hein, c'est le fils. C'est le fils d'Algérie. Je l'ai écrit tel que je l'ai prononcé. Hein, parce qu'on ne prononce pas le L. C'est le fils, le voilà. F-I-L-S. Je n'ai pas fait attention. On fait tous ces erreurs. Heureusement, je ne suis pas en Algérie, hein, parce qu'à cause de ça. Non, maintenant, lui il pose la question comment on peut faire ça. Là, la première étape, c'est je suis en train d'étudier une phrase. Et je vais expliquer tout à l'heure, à travers un exemple, comment on arrive à avoir cette décomposition. C'est-à-dire, dans une phrase, comment j'arrive à avoir cette décomposition. Mais donc, on peut compter بزاف ديال لي فراس. Non, chaque phrase toute seule. لا ولكن شي مرات صعب عليك انك اكستري فراس سيغمونتي فراس. Une phrase, ça veut dire quand on fait du traitement automatique des langues, une phrase, c'est des points, c'est la ponctuation. Quand il n'y a pas de ponctuation, c'est une difficulté supplémentaire. C'est-à-dire ça complique encore la vie. Il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de ponctuation, c'est encore plus compliqué. Et en langue arabe, une particularité de la langue arabe, je ne sais pas, les phrases sont longues. Et ça complique les choses. Oui, mais il faut toujours penser quand même que tu as en arabe, jumla al-fi'liya, ça veut dire verbe et au maximum une particule, hafja, wasala ila, dhahaba ila, etc. Ça c'est un syntagme verbal. Donc tu as la phrase verbale, al-jumla al-fi'liya, wa huwa al-fa'l, wa harf al-'amil ma'ah. OK? Al-jumla al-ismiya, la phrase nominale, al-mubtada wa khabaruh. وشبه الجملة c'est un syntagme aussi. Le fils de Ali, وشبه الجملة. Donc tu ne peux pas aller plus loin, dire bah, mais la phrase il faut. Non, il faut quand même simplifier. Il ne faut pas compliquer. Il faut rester toujours dans le focus de جملة فعلية, جملة اسمية, شبه الجملة. Et en général, tu as toujours deux termes. Le reste, c'est des compléments supplémentaires. D'accord? Le fils de Jacques. Non, c'est tout ça. Alors, comment se fait l'analyse syntaxique? Là, je réponds un peu à ta question. Elle se fait en 3 étapes. La première chose, il faut trouver l'unité catégorielle, ça veut dire de quel type de syntaxe. On va voir tout à l'heure comment. Quand est-ce qu'on dirait qu'il s'agit d'un syntagme nominal, d'un syntagme verbal ou autre. La deuxième chose, son unité fonctionnelle. Ça veut dire, c'est quoi l'unité supérieure de laquelle elle dépend. Et là, on est en train de parler de relation. Tout à l'heure, quand on avait fait la segmentation en syntagme, le fils de Ali, à la fin, j'ai le fils de Ali. Le et fils, il dépend de syntagme le fils. Donc, vous avez ces relations entre les niveaux hiérarchiques. Et il faut définir ses constituants. Un syntagme, quel qu'il soit, il est constitué d'un noyau, ça veut dire que c'est le mot le plus important. C'est un mot. Et le reste, c'est ce qu'on appelle des satellites. C'est ce qui complète le syntagme. Alors, le noyau, sa nature, on va la transposer à la nature du syntagme. Pour connaître la nature du syntagme, il faut connaître la nature du noyau. Donc il faut identifier le noyau et connaître sa nature. Connaître sa nature, on l'obtient à partir de l'étape de tout à l'heure, le théostat. Vous vous rappelez? Quand on utilise VTRBT. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est identifier le noyau et les satellites. Donc c'est ça le travail qu'il faut faire. Il faut développer un système qui permet de vous dire que pour ce syntagme-là, voilà le noyau et voilà les satellites. Alors, si on prend ces exemples, l'exemple de tout à l'heure, le frère de Ali va à l'école. Le premier syntagme, le frère de Ali. C'est quoi le mot le plus important ici? Frère. Et frère, c'est quoi? C'est un nom. Donc le syntagme, il est nominal. Le frère de Ali, c'est un syntagme nominal. Le deuxième syntagme, va à l'école. C'est quoi
l'information importante dans cette phrase ou dans ce syntagme, c'est quoi? C'est le fait d'aller, c'est va. Et donc c'est un syntagme verbal. Vous allez dire comment on va trouver, hein. Moi j'ai donné des résultats. C'est ça la recherche. Il y a plusieurs techniques, je vais exposer une seule. Alors, et donc on a plusieurs types de syntagmes. Il y a syntagme nominal, SN, verbal, adjectival, adverbal, pronomial. Alors, je reviens à l'analyseur syntaxique. Voilà les objectifs d'un analyseur syntaxique. La première chose, c'est découper la phrase en syntagme, à tous les niveaux. La deuxième chose, repérer ou identifier les différentes relations entre les syntagmes. Et la troisième chose, présenter une organisation hiérarchique de tout ça. Et ça, souvent, on le fait. La méthode peut-être la plus simple à comprendre, c'est celle qui utilise des arbres. Alors, les arbres, je donne un exemple ici. Ça, c'est notre objectif. Ça, c'est la phrase d'entrée. Ça, c'est l'analyse. Ça, c'est l'analyse morphosyntaxique. C'est-à-dire le péostat qui va donner. Il va vous dire que ça, c'est un nom. Ça, c'est un déterminant. Ça, c'est une préposition, et ainsi de suite. Vous me suivez? Ça, c'est la première étape. Le premier niveau. Ensuite, il faut chercher les syntagmes. Alors, L' avec école, ça donne un syntagme nominal. Premier syntagme. La préposition, elle reste. 2 avec Ali. C'est un syntagme nominal, celui-là. Non, c'est un syntagme nominal. Ça, c'est un verbe. Et le frère, c'est aussi un syntagme nominal. Tout ça, c'est des syntagmes nominaux. À l'école, on a une préposition avec un syntagme nominal. Le satellite ici, le noyau, c'est A. On nous dit la direction. Donc, c'est un syntagme prépositionnel. Parce que ça, c'est une préposition. Ici, quand vous prenez ces quatre-là, ce syntagme nominal avec ce syntagme nominal, ce sont deux syntagmes nominales, ça ne peut être qu'un syntagme nominal, parce que dans les deux cas, on a un syntagme nominal. Et ainsi de suite. Et on monte, on remonte. La question qui se pose maintenant, c'est comment identifier ça? Et là, moi, je l'ai expliqué parce que j'ai une certaine connaissance de la langue. Et vous, vous l'avez accepté parce que vous avez une certaine connaissance de la langue. Mais comment faire ça d'une manière automatique? Oui. L'analyse ici, donc, elle est faite d'une manière ascendante. Oui. C'est-à-dire qu'il faut appliquer des règles. Alors, quelles sont dans ce cas donc les règles? C'est ce qu'on va faire. On va voir un exemple. Ce que je vais exposer ici, ce n'est pas la seule façon de faire. C'est ça ce qui est important. Hein. Ça, c'est une façon de faire. Il y a beaucoup de parseurs qui ont été développés. Et ce que je dis ici, c'est pas pour une langue spécifique, indépendant de la langue. Et il y en a plusieurs techniques qui sont utilisées. Alors, parmi ces techniques-là, on a besoin d'un lexique. Un lexique, ça veut dire quoi? Vous avez un mot, tous les mots de la langue, et à côté, vous avez des informations morphosyntaxiques. Il vous dit que ce mot-là, c'est un verbe, ou bien c'est un nom, et un verbe, il est conjugué dans un certain temps. Ça, lorsque il a une seule solution, ça veut dire au contexte, il accepte une seule solution. S'il accepte plusieurs solutions, il faut les mettre toutes. Ça, c'est le lexique. Ou bien, au lieu de travailler avec le lexique, on travaille avec, c'est quoi qui nous donne ces informations-là? Un analyseur morphologique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des gens qui travaillent avec des lexiques, pas avec des analyseurs morphologiques. Ça veut dire qu'ils ont tous les mots de la langue et ils mettent. Et il y en a qui défendent ça parce qu'actuellement, avec l'évolution des machines, on n'a plus un problème de temps pour chercher dans un lexique. C'est-à-dire on a des techniques qui permettent de chercher très vite. Donc au lieu d'un analyseur morphologique, ils préfèrent travailler avec des lexiques. Et ils ont des résultats qui sont corrects. Alors, donc on a le choix entre un analyseur ou bien un lexique. Mais dans les deux cas, qu'est-ce qu'on va obtenir? Pour un mot, on va avoir toutes les étiquettes possibles, au contexte. Ensuite, on a besoin de ce qu'on appelle une grammaire. Une grammaire, c'est un ensemble de règles, là je reviens à ta question, c'est un ensemble de règles qui me disent dans une langue donnée, voilà comment les phrases sont construites. Et ce n'est pas les mêmes règles, on n'a pas une grammaire
absolue, ou standard, ou universelle. Chaque langue a sa grammaire propre à elle. Alors, pour le lexique, voilà un exemple. C'est souvent en format XML, ce qui est en bleu. Alors, si vous regardez le mot abeille, la catégorie c'est un nom, le lemme c'est abeille, le nombre c'est pluriel, le genre c'est féminin. Si vous prenez le mot suis, ça peut être le verbe être, je suis tué, et ça peut être le verbe suivre. Ça dépendra du contexte. Et donc vous avez suis qui a le lemme être, et vous avez suis qui a le lemme suivre, et ainsi de suite. Et ce qu'on a fait pour la langue française, on peut le faire pour la langue arabe, sauf que c'est plus compliqué, parce qu'il y a l'absence des voyelles, qui fait que le nombre de solutions il est beaucoup plus grand. Alors pour les grammaires, une grammaire, j'avais dit, elle permet de définir les règles qui permettent de générer des phrases dans une langue donnée. Voilà comment on génère des phrases. Alors, Chomsky, parce que c'est le linguiste le plus connu, hein, c'est pour ça que ça revient toujours, mais c'est pas le seul. Chomsky a proposé une grammaire générative, Tulidia, Tariqa Tulidia, en disant que grâce à cette grammaire, c'est-à-dire avec un nombre fini de règles, on peut générer toutes les phrases possibles. Donc c'est en gros l'idée. Il a commencé, mais c'est un théoricien Chomsky, c'est-à-dire il ne travaille pas dans le traitement automatique, hein, c'est un linguiste pur et dur. Il a proposé les premiers éléments de cette syntaxe-là. Alors des exemples, il dit que ça commence, on a toujours besoin d'un symbole initial, c'est PH, c'est phrase, et on a des règles. La première règle, un syntagme nominal, ça peut être un déterminant plus un nom. Al-waladu, l'enfant. Ça peut être un déterminant plus un nom. Comme ça peut être un déterminant plus un nom plus un adjectif. Al-waladu, mushtahid. Comme ça peut être un syntagme nominal, et là on voit la récursivité, plus un syntagme prépositionnel, et ainsi de suite. Non, pronomial, pronominal, prépositionnel c'est la suite. Et ainsi de suite. Et donc, avec un certain ensemble de règles finies, avec cette histoire de récursivité, on arrive, ou plutôt les gens qui préconisent cette théorie, disent qu'on arrive à générer ou à